Bonjour, merci de nous retrouver sur Télésud. C'est l'heure de l'émission Des mots et débats, votre rendez-vous littéraire. Je reçois une auteure d'origine guadeloupéenne. C'est son deuxième ouvrage. Je vous présente Stéphanie Mélion-Rainette. Bonjour, vous allez bien Stéphanie? Oui, bonjour, très bien. Très bien. Ouais. Le premier ouvrage, c'était chez l'Harmattan. C'était Haïtien à New York City, entre Amérique noire et Amérique multiculturelle. Et là, vous avez sorti votre deuxième essai qui s'intitule Mémoire de diaspora aux éditions Percé. Pardon. Eh bien, écoutez, nous allons tout de suite le découvrir dans le face-à-face. Stéphanie Mélion-Rainette, que signifie pour vous Haïti, puisque votre ouvrage est centré et basé sur ces rencontres de Haïtiens qui vivent en Amérique du Nord. Alors Haïti, c'est quoi pour vous? Bon, Haïti, pour moi, je vais dire que c'est d'abord une idée. Parce que bon, j'ai commencé à m'intéresser à Haïti. Moi, j'ai un souvenir de l'élection d'Aristide en 91, où j'avais 10 ans. Et mon père était très heureux ce jour-là parce que, qui n'est pas haïtien, mais qui était déjà allé en Haïti, qui avait visité le pays, qui avait rencontré Aristide, qui était très heureux de cette élection. Et ça m'avait marqué. Du coup, quand j'ai continué mes études, mes recherches et que je travaillais sur les populations noires, il m'a paru évident de travailler sur la communauté haïtienne, qui est très présente à New York. Et donc Haïti, c'est un peu cette idée de l'avant-garde de l'histoire noire, en fait, puisque ça a été la première république noire. Oui. Et qu'on sait, après le délitement de la société haïtienne par rapport à l'histoire, aux dictatures qui se sont succédées, au poids de l'armée, etc. Donc c'est un peu... moi, je ne parlerai pas de malédiction, je parle un peu de tragédie, une sorte de tragédie finalement, où Haïti est parti du bon pied et que finalement... on va dire que les pressions extérieures ont fait que Haïti en est là aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, votre ouvrage parle de Haïti, à travers Haïtiens émigrés aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est une manière pour vous, en fin de compte, puisque vous parlez de tragédie, de percevoir Haïti, justement, positivement, à travers le regard de ces gens que vous interviewez? Ouais, c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Parce que finalement, c'est une façon de faire... de contredire, on va dire, le préjugé qui domine, Oui. qui prévaut, on va dire, que ce soit dans la Caraïbe ou aux États-Unis, où finalement le stéréotype de l'haïtien est très négatif, puisque la couleur noire est déjà très négative, même chez les Noirs, je vais dire, et que finalement ils sont synonymes un peu dans la Caraïbe de cette négritude, de cette africanité. On parle de la sorcellerie, on parle de manque d'hygiène, de pauvreté. Moi, je dis souvent que c'est le stigmate de la pauvreté, puisqu'on retrouve un petit peu aussi ces stigmates quand on parle de l'immigration africaine. Les gens gardent un peu cette image qui est vraiment beaucoup véhiculée par les médias, pour moi, puisque dans un article, je parle aussi d'une lépreuse, que Haïti est devenue une sorte de lépreuse au niveau international, ou même dans la Caraïbe, c'est le contre-exemple, alors qu'Haïti avait été un phare, le guide pour beaucoup d'intellectuels noirs à l'époque. Afro-américains ou antillais ou afro-français, enfin on les appellera comme on veut. Donc oui, c'est une façon finalement de dire, voilà, les Haïtiens ne sont pas que ça, cette pauvreté qu'on connaît et qu'on véhicule dans les médias. Ce sont aussi des professionnels, des intellectuels, des écrivains, parce que, on va dire, la littérature francophone, presque la moitié, bon, peut-être que j'exagère un peu, mais une grande partie de la littérature francophone vient d'Haïti aujourd'hui, quoi. Les auteurs haïtiens sont très prolifiques. Oui, Daniela Ferrière, voilà. Philippe d'Alembert, Anthony Phelps, et puis, il y en a d'autres. Et bien d'autres, Oui. voilà. Donc c'est marrant parce que c'est en 2007 que ces entretiens ont été écrits. Oui. Et donc vous commencez par Jocelyne Mayas, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, c'est ça. Alors qui est cette femme parce que vraiment on a l'impression que vous commencez pas, donc c'est en elle, pour elle c'est la femme haïtienne qui est debout. Oui. Elle est très représentative de beaucoup de femmes haïtiennes que j'ai rencontrées à New York, qui sont les avant-postes, on va dire, de certains mouvements, qui sont très engagés pour la communauté. Parce que finalement, ce n'est même pas quand elles
s'installent aux États-Unis, ce ne sont pas finalement des femmes, on va dire, ce sont elles qui mènent le jeu quelque part un peu. Dans les associations, il y a des associations de femmes, des associations féminines. Justine Mayas, elle est ce qu'on appelle advocate, c'est-à-dire qu'elle parle au nom des immigrants, elle défend leurs droits. Il y a beaucoup de personnes qui la contactent, des personnes qui sont en situation irrégulière, dont les enfants sont en situation irrégulière, dont les enfants rencontrent des problèmes avec la loi, par exemple, et elle va les aider elle m'a parlé beaucoup de son passage à Guantanamo. C'est une femme qui est très dynamique. Effectivement, commencer par elle, c'était un peu montrer quelque part la détermination qui a prévalu en tout cas à cette époque chez certaines personnes qui, comme elle dit, elle a laissé son travail, elle a quitté son travail pour se consacrer à cette lutte pour les droits des Haïtiens, les droits civiques des Haïtiens. Elle disait qu'ils ont marché dans la rue, dans toutes les villes, qu'ils sont même venus en Europe. Donc, c'est montrer que quelque part, être haïtien aux États-Unis, c'était d'abord être militant quelque part. Se battre pour des droits, pour la reconnaissance d'une culture, d'une communauté et d'une histoire. Et se battre surtout pour la grande idée de démocratie que les Américains prétendent défendre, mais de dire que finalement, comme elle dit, elle ne s'est pas battue pour Jean-Bertrand Aristide, mais pour l'idée de la démocratie en fait. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous allez aussi, au fil de vos rencontres, par exemple, il y a des professeurs, donc il y a des écoles qui mettent dans les programmes cette double culture, la langue créole et puis aussi la langue américaine, quoi. Et en fin de compte, comment ça se passe parce que comment on peut mettre aux États-Unis, introduire dans un programme américain une langue créole? Voilà, ben ça paraît. Moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux, moi qui suis créolophone. Et chez nous, on se bat toujours pour que le créole soit reconnu en France, en tout cas en tant que langue, puisque c'est ce qu'on appelle les langues régionales, qui sont, on va dire, secondaires par rapport à la langue nationale qui est le français. Et évidemment, ça paraissait inouï que ça arrive, mais ça semble, en toute logique, un processus normal, on va dire, aux États-Unis. Parce que finalement, ça s'inscrit dans le cadre d'un programme qui a été mis en place par Bush, qui s'appelle No Child Left Behind, c'est-à-dire qu'aucun enfant ne doit être laissé à l'abandon. Ouais. Donc tout est mis en place pour que tout enfant immigré puisse avoir un enseignement dans sa langue maternelle, même s'il est le seul dans son établissement. Et vous dites que c'est Bush? Oui. Oui. Le père ou le fils? Le fils. Mais c'est surprenant. C'est surprenant. Mais en fait, c'est pas si surprenant que ça, parce que pour moi, ce sont des programmes on va dire que c'est une intégration par la différence. C'est une façon de dire qu'il est plus facile pour un enfant d'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle, sans pour autant créer de frustration, parce que c'est justement le but de ces programmes scolaires, c'était qu'il n'y ait plus cet écart aussi grand entre les enfants d'immigrés et les enfants des WASP, ce qu'on appelle White American and Anglo-Saxon. C'était finalement Protestant, voilà. C'était finalement de réduire le fossé qui existe au niveau de la réussite scolaire, donc de leur donner toutes les chances possibles de s'intégrer dans le système scolaire américain. Donc, comment ça se passe? Donc, je suis allée, c'était une école à Brooklyn, où la principale était haïtienne, la plupart des enseignants étaient haïtiens, le psychologue scolaire était haïtien. Il y avait aussi des enseignants latino-américains et américains, enfin je veux dire américains, Caucasian American comme on dit. Et donc le but, c'est finalement de créer un échange entre les enfants. Pour moi, c'est un peu créer d'une part plus de tolérance vis-à-vis d'une population qui était stigmatisée, même s'il y a eu des problèmes par rapport au créole, parce que le créole n'est pas reconnu, surtout par les Haïtiens en tout cas, comme une langue. Oui. Parce qu'au début, les Haïtiens étaient éduqués en français, parce qu'ils se disent francophones, mais aujourd'hui, on sait qu'ils sont principalement créolophones, que la francophonie ou la francophilie est peut-être l'apanage de toute la population haïtienne, mais la francophonie n'est à la portée que d'une certaine classe sociale. En Haïti, il faut avoir les moyens d'aller dans une école... c'est souvent l'élite. Voilà, l'élite, bourgeoise, mulâtre, etc. Ou des personnes qui ont les moyens, en tout cas, de payer ces écoles-là. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de voir des classes où les enfants apprennent à lire et à écrire l'alphabet, à compter, etc. en créole. Donc, où vraiment les enseignants sont créolophones, leur parlent en créole. Et l'après-midi, par exemple, ils avaient des cours en anglais.
C'est-à-dire que l'anglais était une seconde langue et ils avaient 3 ans. Ils ont 3 ans pour pouvoir acquérir l'anglais comme première langue et ensuite intégrer une classe normale. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans la classe où il y avait des Haïtiens, il y avait bien, ils côtoyaient d'autres enfants, d'autres ethnies, donc des hispanophones et tout. Et donc les hispanophones apprenaient obligatoirement ou étaient libres de ne pas apprendre le créole? Non. C'est vraiment... Alors, il y a plusieurs types de classes. Il y a donc les classes normales et cet enfant a un enseignement anglais en seconde langue, c'est-à-dire English as second language. Oui. Donc ça, c'est obligatoire pour tout enfant immigré qui rentre dans une école aux États-Unis, même s'il est, il parle Wolof ou n'importe quel dialecte africain ou peu importe, ou asiatique, il doit avoir un enseignement dans sa langue maternelle pour pouvoir apprendre à lire, à écrire, etc. Puisque les enfants sont intégrés par classe d'âge et non pas par niveau. Donc s'il y en a 8 ans, on va dans une classe où les enfants ont 8 ans, même si on est en retard. Donc ils ont ensuite des classes, des cours peut-être plus intensifs le soir, par exemple. Et ensuite, il y a bilingual classes, des classes bilingues, où les enfants apprennent les 2 langues. Donc anglais et créole, par exemple. Donc on a des enfants afro-américains qui vont apprendre le créole. Donc ils vont acquérir une seconde langue, même si le créole n'est pas aussi valorisé que l'espagnol ou que l'italien, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le créole martiniquais est différent du créole guadeloupéen et du créole haïtien. Donc, mais quel est le créole de base? Donc, c'est le créole haïtien qui va apprendre? Là, c'est le créole haïtien, oui. Ah, d'accord. Le créole haïtien. Et finalement, ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a cette école bilingue, donc qui existe depuis quand même 20 ans, depuis un moment. Et ensuite, il y a le fait aussi que le créole soit devenu une langue à part entière, c'est-à-dire que les programmes scolaires, même quand vous avez le site de l'éducation nationale, enfin je dis l'éducation nationale, ça ne veut pas comme ça, mais c'est l'équivalent, on va dire, tout est traduit en créole pour les parents. Même si on sait que beaucoup de parents haïtiens sont illettrés, beaucoup ne lisent pas, mais en tout cas, c'est montré que quelque part la communauté haïtienne a réussi à imposer sa culture, dont la langue, puisque la langue est le premier véhicule d'une culture, c'est la langue. Et pour moi, ça a été une belle réussite, justement, parce que c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas réussi à faire en France. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la première des choses pour les Haïtiens, c'est l'éducation. Oui. Qui compte, voilà, pour... Tout à fait. Même quand toutes les personnes que j'ai interrogées m'ont dit ça, que ce soit les enseignants, des psychologues scolaires, des écrivains, des universitaires, des femmes politiques, peu importe. L'éducation est très valorisée parce que c'est justement le moyen de gravir les échelons sociaux, de changer de classe sociale. Voilà, c'est acquérir du capital culturel, on va dire. Je voulais savoir comment est perçu un Haïtien aux États-Unis, parce que vous dites que c'est assez négatif. Souvent, il y a cette image, cette étiquette qu'on lui colle, porteur du VIH-Sida. On se moque de lui par rapport à sa tenue vestimentaire. On reconnaît un peu le Haïtien parce qu'il a des couleurs enfin des vêtements colorés. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a de particulier? Justement, c'est ce qui était aussi assez frappant quand j'ai commencé mes recherches. C'est de voir que le stigmate est, j'allais dire, universel. En tout cas, universel dans les zones où l'immigration haïtienne est la plus dense. Donc, que ce soit dans les Antilles françaises, les Antilles anglophones et la côte est des États-Unis, New York, Miami, etc. Oui, le stigmate, le stéréotype haïtien, c'est que le haïtien sent mauvais, qu'il est inculte, qu'il est très foncé de peau, qu'il est très noir, qu'il sent mauvais, qu'il est porteur de cette maladie, du sida, et qu'il pratique le vaudou, etc. Ce sont des choses que j'entends aussi en Guadeloupe, qui sont véhiculées partout, donc c'était très étonnant. Et donc oui, l'haïtien est perçu comme ça, même si l'image a tendance à s'améliorer parce que finalement les artistes apportent quelque chose. Voilà, Wyclef Jean, Edwige Dantica. Il y a beaucoup d'artistes haïtiens d'origine haïtienne qui ne le disent pas, comme Usher, etc., qui sont Beyoncé, enfin bon, des gens qui ont des origines haïtiennes qui ne le disent pas, parce que ce n'est pas forcément valorisant, en tout cas pour certains. D'autres en font un étendard, d'autres vont plutôt le cacher parce que peut-être qu'ils estiment que ce n'est pas valorisant, en tout cas pour eux, pour leur marketing ou j'en sais rien. Mais effectivement, il y a cette image qui est véhiculée dont on ne connaît pas réellement l'origine. Est-ce que c'est les médias qui sont
totalement responsable, en tout cas, de véhiculer ce stigmate de la pauvreté, parce que quand on parle d'Haïti, on ne parle que des choses négatives, sauf quand on va parler de littérature, parfois, épisodiquement, on va dire, voilà, tel auteur haïtien, ou combien d'auteurs haïtiens ont été nommés pour tel prix littéraire, etc. Alors que cette histoire du sida a été véhiculée par les institutions aussi aux États-Unis, puisque le Centre de santé publique avait considéré les Haïtiens dans les années 80 comme groupe à risque dans la propagation, enfin la contamination par le virus du sida, aux côtés des homosexuels, des hémophiles et des héroïnomanes. Donc on appelait ça les 4 H. Et donc les Haïtiens étaient considérés comme un groupe à risque. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une forte discrimination à leur égard, que ce soit au niveau de l'emploi, dans les écoles, où les enfants eux-mêmes, ce qui est, je pense, aussi est relayé par les parents, qui vont dire, oui, voilà, les Haïtiens, ce qu'ils entendent aux informations, sont porteurs du sida. Donc, dans les écoles, oui, on traitait les Haïtiens de HIV carriers, par exemple. Et donc, ça a provoqué ce que certains sociologues ont décrit, ont appelé le camouflage identitaire, enfin, je l'ai traduit comme ça, en français, ou undercover phenomenon. C'est-à-dire que ces jeunes, même quand on voyait par leur patronyme qu'ils étaient haïtiens, préféraient changer de prénom. Quand c'est Peter, par exemple, à la place de Pierre, ou changeaient de prénom, ils disaient qu'ils venaient de la Martinique, d'Afrique, etc., et non pas d'Haïti, parce que c'était beaucoup plus valorisant de venir des départements d'outre-mer ou du Canada ou d'Afrique que de venir d'Haïti, quoi. Eh bien, notre première partie d'émission touche à sa fin. Stéphanie Mélion-Rainette, je sais qu'il y avait plein de personnages, plein de personnes que vous avez rencontrées. Rosemonde Pierre-Louis, qui est la présidente adjointe de la mairie de Manhattan. Il y avait des professeurs d'université, je pense à Madame Doucet. Enfin, oui, Georges Fouron. Georges Fouron, voilà. Donc, eh ben, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission qui s'appelle Carte sur table. Stéphanie Mélion-Rainette, vous avez des cartes devant vous. Alors, à vous de choisir une au hasard. Le valet. Ah, super. Eh bien, alors pourquoi le valet m'intéresse tant? Parce que nous allons parler de la Guadeloupe. Nous allons parler de monsieur Luc Rainette. Ah. Vaste sujet. Alors, qui est Luc Rainette pour la carte valet? Voilà, que nous voyons apparaître à l'écran. Alors, Luc Rainette, c'est mon oncle. C'est le frère de mon père, Pierre Rainette. Et donc, Luc Rainette était, mais je dis était parce que je pense qu'il s'est modéré avec les années, était un des leaders du mouvement indépendantiste en Guadeloupe. Oui. Dans les années 70-80, il a été arrêté après plusieurs années en marronnage. Il était dans les îles de la Caraïbe, s'est caché pendant longtemps jusqu'à ce qu'il soit donné, on va dire, c'est souvent le cas, hein, où on est vendu par un frère. Et donc il a été... J'espère que c'était pas son frère Michel Rainette. Ah non, qui est lui rédacteur la en chef, famille s'est serré les François. coudes à l'époque, parce que je sais que ma famille a souvent été... mon père notamment, puisqu'il était haut fonctionnaire, donc c'était pas très compatible à l'époque forcément d'avoir un frère qui était en dissidence, on va dire. Donc qui a un peu souffert de cela au début de sa carrière parce qu'il a été relégué à un poste, on refusait qu'il rentre en Guadeloupe, puisqu'on lui disait que son frère était un perturbateur et que lui-même en 1968 était un perturbateur. Donc finalement, mon oncle a fait de la prison, a été gracié, a pu, on va dire, bénéficier de la grâce présidentielle. Il a fait de la prison pour ses idées. Oui, parce que bon, ils ont fait quand même des choses qui aujourd'hui seraient taxées de terrorisme, je pense, puisqu'il y a eu des bombes qui ont été posées, il y a des gens qui sont morts. Bon, je pense que le contexte politique de l'époque, qui était, je veux dire, le monde entier était, j'allais dire, en proie aux flammes entre guillemets. Je dis en proie aux flammes, c'est-à-dire que les esprits étaient en ébullition, qu'il y avait tout ce mouvement de décolonisation, les grandes idées de la démocratie qui étaient revendiquées par les pays dits du tiers-monde, et que la Guadeloupe n'a pas échappé finalement à cela, parce que les personnes, on sait qu'à l'époque, avant que nous soyons un département,
c'était la période coloniale et que les colonies n'étaient pas seulement dans la Caraïbe, qu'il y avait aussi l'Algérie, l'Indochine, Oui. etc. Oui. Et que ce mouvement indépendantiste des décolonisations a commencé par l'Indochine, puis l'Algérie, et que ça a été finalement ceux qui ont étudié en France, qui ont rencontré d'autres intellectuels ou d'autres étudiants algériens ou autres. Ce sont des idées qui ont été véhiculées, qui sont transmises. Bon, il y a eu aussi l'arrivée du communisme qui a peut-être nourri un petit peu le débat à l'époque. Et donc oui, mon oncle est rentré avec ses idées puisqu'il avait vécu en Algérie, où mon grand-père enseignait. Et donc, finalement, ce n'est pas un modèle qu'ils ont rapporté, c'est simplement l'idée que nous, Guadeloupéens, nous avions également le droit d'être indépendants et libres. Et donc, effectivement, oui, il a été emprisonné pour on va dire, les actes qu'il a posés à l'époque. Ouais. Voilà. Les actes qu'il a commis à l'époque et voilà, qui reste aujourd'hui, on va dire, un des fers de lance du mouvement indépendantiste, bien qu'il soit beaucoup plus modéré dans son discours, parce qu'aujourd'hui, la réalité, la globalisation, la réalité économique font qu'on ne peut pas finalement se départir de certaines relations diplomatiques ou économiques avec d'autres pays. Donc, je pense qu'ils... Je ne sais pas s'ils sont plus réalistes, mais en tout cas plus modérés, on va dire aujourd'hui. On me dit qu'il faut passer à la troisième partie de l'émission. C'est dommage parce que je vais me réserver une petite carte pour vous. Donc la troisième partie de l'émission qui s'appelle Coup de cœur. Stéphanie Mélion-Rainette, alors je vois sur la table, pour le coup de cœur, c'est Push. Oui, Push. Oui. Oui, alors j'ai choisi ce livre. C'est un livre qui m'a beaucoup inspirée à l'époque. Et j'ai été ravie d'ailleurs qu'on en fasse un film. Ah oui. Parce que j'ai trouvé, pour une fois, que le film était à la hauteur du livre. Il est superbe. Vraiment Precious. superbe. Ouais. Et j'ai choisi ce livre parce que vraiment, je pense que c'est... aujourd'hui, quand on me demande quels sont mes ouvrages préférés, je vais toujours mettre ce livre-là parmi les premiers. Ouais. Parce qu'il m'avait beaucoup marqué et que finalement, il décrit une réalité qui est pas si loin de nous. Parce que ça existe aux États-Unis, mais ça existe aussi dans la Caraïbe ou en France, la misère qu'une femme peut connaître, une femme de couleur, et la misère sociale qui peut exister dans certaines familles de conditions très modestes, où finalement l'inceste existe dans beaucoup de familles. Oui. Et peu importe la catégorie sociale. Voilà, peu importe la catégorie sociale, mais c'était franchement une histoire qui m'a beaucoup... la façon dont c'est écrit aussi, où finalement on peut se mettre à la place du personnage, on entend sa voix, on entend sa façon de parler. Ça peut même nous rappeler des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on va croiser, qui n'ont peut-être pas accès à l'éducation, parce que finalement, Precious, elle s'appelle Precious, parce que son vrai nom c'est Clarice, et Clarice qui s'appelle Precious, qui vit aussi dans son monde imaginaire, qui s'imagine plus jolie, qui s'imagine moins forte, quelque part elle est porteuse de peut-être beaucoup de stigmates aujourd'hui. Elle est obèse, elle est noire, elle est analphabète, elle n'a pas accès à l'éducation. Et pour parachever un petit peu ce portrait, son père la viole, lui fait 2 enfants et en plus elle attrape le sida. Donc on a l'impression vraiment que... la misère lui tombe dessus. La misère lui tombe dessus et c'est... je pense que c'est un livre à recommander plus pour... aussi relativiser sa propre existence. Parce que souvent, on se plaint. Et j'avoue que quand on lit ce genre de choses, on finit par se dire, bon, finalement, ce que je vis n'est pas si grave. Voilà. Et que voilà, c'est un peu mon coup de cœur que je partage. Et j'espère qu'il est encore disponible, je pense. Oui, je me permets de le montrer à l'écran, parce que c'est vrai que le film est très fort. On voit une fille qui va même se rebeller enfin contre sa mère, qui est vraiment... on va dire comme une sorte de folcoche, enfin qui est terrible, qui elle en veut à sa fille. Elle en veut à sa fille et puis. Alors que c'est son père qui a abusé d'elle. Oui, mais c'est un schéma finalement qui existe souvent dans les familles incestueuses où la mère se rend quelque part soit complice du crime entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles savent ou elles préfèrent nier que cela existe chez elles, ou parfois reprochent à leur propre fille de prendre, comme c'est le cas avec Precious, de prendre leur mari, alors que finalement, il est la responsabilité d'un parent de respecter l'enfance.
Et que l'enfant étant innocent, on va dire par définition, ce n'est pas à l'enfant qu'il faut reprocher cela, c'est aux adultes en fait. Oui. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Ménard-Reynette. Merci pour l'invitation. Et bien merci aussi pour nous avoir présenté votre ouvrage qui s'appelle Mémoire de Jaspora, voilà, aux éditions Percé. Et Jaspora, je suppose que ça veut dire un rapport avec Haïti. Oui, c'est le mot diaspora, mais je voulais rappeler plus la phonétique créole. D'accord. On dit où c'est diaspora, ça veut dire tu es de la diaspora ou tu es étranger, en tout cas, au pays. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Ménard-Reynette. Salut de ma part Michel Reynette, qui est rédacteur en chef de France 3. Et puis vous, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Au revoir et puis à bientôt.